Pour commencer, on va donner une définition. L'hémostase est un ensemble de mécanismes biochimiques et cellulaires. Biochimiques parce que ça fait intervenir un ensemble de protéines telles que les facteurs de coagulation, les facteurs de Von Willebrand, et cellulaires parce que l'hémostase fait intervenir certaines cellules telles que les plaquettes, les cellules endothéliales, etc. et qui assurent la prévention de saignements spontanés et l'arrêt des hémorragies en cas de lésions vasculaires. Et on parle ici de lésions de petits vaisseaux, car la lésion de grands vaisseaux nécessite une hémostase dite chirurgicale. Donc, l'hémostase est divisée en 3 étapes essentielles. La première, c'est l'hémostase primaire. Et cette hémostase primaire va aboutir à la formation de clous plaquettaires ou de thrombus blancs, qui est tout simplement un agrégat plaquettaire. La deuxième étape est appelée coagulation plasmatique. C'est la transformation du fibrinogène en fibrine, qui va aboutir à la formation de cailloux fibrinoplaquettaires insolubles, vu que la fibrine est une substance en forme de gel et donc elle va permettre de coller les plaquettes les unes aux autres. Et la dernière étape, c'est la fibrinolyse. La fibrinolyse aboutit à la dégradation du caillou. Bien sûr, pour ne pas laisser déborder le phénomène d'hypercoagulabilité et entraîner une thrombose. Donc il existe un équilibre entre l'hémorragie et la thrombose. Et toutes ces étapes vont aboutir à l'arrêt de l'hémorragie, à la réparation des vaisseaux endommagés et la réimperméabilisation du vaisseau ultérieurement. Et toutes ces étapes sont des mécanismes purement physiologiques. Eh bien, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Dans un corps humain, ces 3 étapes sont bien imbriquées les unes aux autres. On divise l'hémostase en étapes dans un but purement pédagogique. Ce tableau montre la chronologie des différentes étapes de l'hémostase. La première, c'est la vasoconstriction réflexe, qui va durer environ 30 secondes à peu près, puis va commencer l'étape de l'hémostase primaire après, va durer 5 minutes, pratiquement au même moment que la coagulation plasmatique, alors que la coagulation va durer 10 minutes. Et juste après, va débuter le processus de la fibrinolyse, qui lui durera entre 48 à 72 heures. Donc, on va décrire cette hémostase en 3 épisodes, vu qu'il existe 3 étapes. Le premier épisode, c'est l'hémostase primaire. Et comme un générique, on va introduire les différents acteurs. Le premier acteur, c'est la vedette, la plaquette. Le deuxième, c'est le vaisseau, puis le facteur de Von Willebrand, et dernièrement, le fibrinogène. Maintenant, une fois avoir vu les acteurs qui interviennent dans l'hémostase primaire, on va voir le scénario, c'est-à-dire les phénomènes qui vont survenir lors de l'hémostase primaire. À T0, lorsque une brèche vasculaire est produite, l'endothélium est lésé et le sous-endothélium est mis à nu. Et donc, la première réaction qui survient, c'est la vasoconstriction réflexe, qui sera maintenue grâce à la sérotonine contenue dans les granules denses des plaquettes. Cette vasoconstriction a pour but de diminuer le débit sanguin. Après, les plaquettes vont adhérer au sous-endothélium via le facteur de Von Willebrand. Le facteur de Von Willebrand va constituer le ciment, comme on l'a décrit tout à l'heure. Il va tapisser le sous-endothélium lésé et les plaquettes vont adhérer à cet endothélium grâce à leur glycoprotéine MB. Cette glycoprotéine MB, comme vous le voyez ici, elle est complexée avec une autre molécule, la glycoprotéine 9, dont la fonction n'est pas encore bien élucidée jusqu'à présent. Voilà, l'adhésion plaquettaire va aboutir à une formation d'une monocouche de plaquettes adhérées au sous-endothélium. Une fois l'adhésion complétée, les plaquettes vont subir une activation. Au début, la forme discoïde
va se transformer en une forme sphérique. Puis ils vont émettre des pseudopodes, puis s'étaler et se contracter. Et en se contractant, ils vont libérer leur contenu en granules alpha et granules denses. Cette activation n'est pas seulement morphologique, elle est aussi biochimique. Eh bien, les phospholipides situés sur la membrane des plaquettes et les phospholipides situés sur la membrane des cellules endothéliales vont subir certaines modifications biochimiques. Les phospholipides plaquettaires et vasculaires vont se transformer en acide arachidonique grâce à la phospholipase A2. Puis, l'acide arachidonique va se transformer en endoperoxyde cyclique grâce à la cyclooxygénase. L'endoperoxyde cyclique va se transformer en prostaglandine D2 et E2. Et c'est ici que ça va différer. La prostaglandine plaquettaire va se transformer en thromboxane A2, alors que la prostaglandine vasculaire va se transformer en prostacycline I2. Alors, la thromboxane A2 est un puissant agent agrégant et vasoconstricteur. Par contre, la prostacycline I2 est un puissant inhibiteur de l'agrégation et un vasodilatateur. En fait, revenons un petit peu sur la cyclooxygénase, l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine inhibe l'action de la cyclooxygénase plaquettaire et donc le thromboxane A2 n'est pas produit et donc l'effet agrégant est supprimé et l'effet anti-agrégant est maintenu. Donc les phospholipides vasculaires vont se transformer en inhibiteurs de l'agrégation. Par contre, les phospholipides plaquettaires ne vont pas être transformés en thromboxane A2. Maintenant, voici ce qui se passe lors de l'agrégation plaquettaire. Le fibrinogène va s'intercaler entre les glycoprotéines de B3A. Et ça, c'est en présence du calcium. Et donc, plusieurs plaquettes peuvent s'agréger ensemble grâce à leur glycoprotéines de B3A et le fibrinogène. Au bout de 3 à 5 minutes, il y a le clou plaquettaire qui se forme. Ce clou plaquettaire est dit instable car il peut se dissoudre à n'importe quel moment. Et donc, il faut une rétraction du caillou grâce au fibrinogène qui va solidifier ce bouchon hémostatique et donc éviter la dissolution du caillou. Le fibrinogène après va se transformer en une fibrine qui est une colle, mais ça c'est le deuxième épisode. C'est quoi au juste cette coagulation plasmatique? Il s'agit d'un ensemble de phénomènes qui vont aboutir à la transformation du fibrinogène en fibrine. Et cette fibrine va coller les plaquettes les unes aux autres. Ce phénomène va stabiliser le clou plaquettaire formé lors de l'hémostase primaire. Et donc, cette fibrine va jouer le rôle de colle. Donc, comme on l'a fait lors de notre premier épisode, nous allons introduire les différents acteurs intervenant dans la coagulation plasmatique. Et je commencerai par les vedettes, qui sont les facteurs de coagulation, qui est un ensemble de protéines enzymatiques aboutissant à la transformation du fibrinogène en fibrine. Le deuxième acteur, c'est les protéines inhibitrices de la coagulation qui vont empêcher la coagulation de déborder et aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire la thrombose. Le troisième acteur, c'est le facteur tissulaire qui est la thromboplastine, c'est l'initiateur de la coagulation. Et le quatrième acteur, c'est les phospholipides membranaires, qui est un support pour toutes les réactions de la coagulation.
Et enfin, le calcium est très important pour toutes les étapes de l'hémostase. Les facteurs de coagulation sont des protéines plasmatiques synthétisées majoritairement par le foie. Ce sont des proenzymes inactifs et dont l'activation survient lors du processus de coagulation, et cette activation va se faire, comme on va le voir, en cascade, comme dans le processus de l'activation du complément. Donc, ces facteurs de coagulation sont au nombre de 10. Donc, tous ces facteurs sont des proenzymes, à l'exception du facteur 8 et du facteur 5, qui sont des cofacteurs. Ils jouent un rôle de stimulateur de la réaction protéique. Tous ces facteurs de coagulation sont fabriqués majoritairement dans le foie. Il n'est pas surprenant qu'une hépatopathie peut entraîner un trouble de la coagulation. 4 de ces facteurs de coagulation sont importants à évoquer. Ce sont les facteurs vitamine K dépendants dont la synthèse nécessite de la vitamine K. Ce sont les facteurs PPSB, la prothrombine, la proconvertine, le facteur de Stuart et l'anti-hémophilique B, le 7, le 9, le 10 et le 2. Après avoir introduit les facteurs de coagulation, on va passer aux inhibiteurs de la coagulation. Parmi ces inhibiteurs, la vedette qui est l'antithrombine, comme son nom l'indique. C'est une protéine qui se fixe à la thrombine, c'est-à-dire le facteur 2 activé, et qui va l'inhiber. Mais l'antithrombine n'inhibe pas seulement la thrombine, mais aussi d'autres facteurs comme le 10, le 11. On va voir ça dans notre scénario tout de suite après. Donc, l'antithrombine est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par le foie. Après l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. On parle toujours du couple protéine C, protéine S, vu que la protéine S est un cofacteur de la protéine C. La protéine C est un inhibiteur de facteur 8 et le facteur 5. Et comme on a déjà dit juste avant, les facteurs 5 et 8 sont des cofacteurs. Donc la protéine C est un inhibiteur de ces cofacteurs et la protéine S potentialise et stimule l'activité de la protéine C. Il faut savoir que ce couple protéine C et protéine S nécessitent de la vitamine K pour leur synthèse. Enfin, la protéine S existe sous deux formes. La forme libre, qui est la forme active de la protéine S, et la forme liée à la C4b binding protein, qui est une protéine du système du complément. En dernier vient le TFPI, qui est le Tissue Factor Pathway Inhibitor, qui a été découvert récemment et utilisé en thérapeutique. Ce TFPI inhibe le complexe facteur tissulaire, facteur 7, mais on reviendra sur ce mécanisme juste après dans notre scénario de deuxième épisode. Le troisième acteur, c'est le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire est un facteur initiateur de la coagulation in vivo et l'activation exogène de la coagulation in vitro. C'est une glycoprotéine de très forte affinité au facteur 7, avec lequel il va former un complexe facteur tissulaire, facteur 7, en présence du calcium, bien sûr. Cette thromboplastine est libérée par les cellules endothéliales. On a déjà évoqué ça lors de notre premier épisode sur l'hémostase primaire.
Le facteur tissulaire n'est pas seulement produit par les cellules endothéliales, mais par de nombreux tissus tels que le placenta, le foie, le poumon, le cerveau. Mais c'est surtout la lésion du vaisseau et donc des cellules endothéliales qui nous intéressent dans ce cas de figure. Les phospholipides de la membrane plaquettaire sont très importants car ils forment le support sur lequel vont se passer toutes les réactions d'activation de la coagulation. Le cinquième acteur de la coagulation plasmatique est le calcium. Et on ne le répétera jamais assez, le calcium est indispensable à toutes les phases de l'hémostase, c'est-à-dire l'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse. De telle façon, lorsqu'on veut explorer la coagulation, on prélève le sang sur un tube citraté. Le citrate est un chélateur de calcium qui est réversible après adjonction du calcium. Lorsque le sang est prélevé sur un tube citraté, il est incoagulable. Et lorsqu'on ajoute du calcium, le processus de coagulation va redémarrer. Bien évidemment, le calcium est présent dans le plasma, mais il est également stocké dans les plaquettes. Comme on l'a vu lors de la première vidéo, il est présent dans les granules denses et le système tubulaire dense. Maintenant qu'on a revu tous les acteurs intervenant dans la coagulation plasmatique, on va passer au scénario. Où doit-on dire les scénarios? Car en effet, lors de la coagulation plasmatique, deux scénarios peuvent être rencontrés. Et ceci dépend de la situation où on se trouve. Le premier scénario se présente in vitro, c'est-à-dire au laboratoire dans un tube citraté. Le deuxième scénario se voit in vivo, c'est-à-dire dans un corps humain lors d'une hémorragie. Je sais que tout ça vous paraît un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer par le scénario le plus simple, c'est-à-dire le scénario in vitro. Donc la coagulation plasmatique au laboratoire peut être déclenchée par deux voies bien distinctes. Ces deux voies auront le même résultat final, c'est-à-dire la transformation du fibrinogène en fibrine. La voie extrinsèque ou exogène est appelée ainsi car elle est déclenchée par un facteur tissulaire et non plasmatique. Le facteur tissulaire va se lier au facteur 7 activé et ce complexe va transformer le facteur 10. Par contre, la voie intrinsèque ou endogène est activée par des facteurs plasmatiques. La précalécrine va se transformer en calécrine qui, elle, va transformer via le kininogène de haut point moléculaire le facteur 12, puis 11, puis 9, et tout ça en cascade. Ces deux voies vont se croiser dans une voie commune qui est la transformation du facteur 2 ou la prothrombine en thrombine qui, elle, ensuite transformera le fibrinogène en fibrine. Donc la voie extrinsèque ou exogène va être explorée grâce au temps de Quick ou le TQ qui est exprimé en secondes, mais peut être converti en taux de prothrombine exprimé en pourcentage. La voie intrinsèque est explorée grâce au TCA, le temps de cépaline et activateur, exprimé en secondes, alors que le temps de thrombine est exprimé en secondes et il explore la voie commune. Maintenant, on va décrire la voie exogène en plus de détails. Comme on l'a évoqué, le facteur tissulaire va déclencher cette voie. Il va se lier au facteur 7 activé grâce à des ions de calcium. Ce complexe facteur tissulaire, facteur 7 activé, a la capacité de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé
qui lui va se lier au facteur 5, puis se déposer sur un facteur 3 plaquettaire qui est tout simplement un phospholipide de la membrane cellulaire. Cette liaison est produite grâce à des ponts de calcium. Ce complexe est appelé prothrombinase car il est capable de transformer la prothrombine en thrombine. La thrombine produite a la capacité de transformer le fibrinogène en une fibrine. Maintenant, regardons la voie intrinsèque qui est déclenchée soit par la précalécréine, soit par une surface électronégative qu'on appelle le kaolin. La calécréine avec le kininogène de haut poids moléculaire vont transformer le facteur 12 en 12 activé qui à son tour va transformer le facteur 11 en 11 activé, puis le 9 en 9 activé. Le 9 activé va se lier au facteur 8 activé et se déposer encore une fois sur le facteur 3 plaquettaire en présence de calcium. Ce complexe, facteur 9 activé, facteur 8 activé, le facteur 3 plaquettaire et le calcium est appelé kénase. La kénase a la capacité, encore une fois, de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé. Il va se lier au facteur 5, le calcium et le facteur 3 plaquettaire qui vont former la prothrombinase, transformer la prothrombine en thrombine qui, elle, transformera le fibrinogène en fibrine. Cette fibrine est au départ soluble, puis va devenir insoluble grâce au facteur 13 activé. Voici le schéma général de l'activation de la coagulation in vitro. Vous voyez que les traces de thrombine produites au départ vont servir à la transformation du fibrinogène, l'activation du facteur 5 et le facteur 8. La thrombine, elle a aussi la capacité d'activer le facteur 13 en 13 activé, qui est le stabilisateur de la fibrine. Maintenant, il est temps de passer au deuxième scénario, c'est-à-dire in vivo, dans un corps humain, lors d'une blessure et d'une hémorragie. Alors accrochez-vous. Dans un corps humain, il n'existe pas de voie endogène et de voie exogène. Mais, par contre, il existe une initiation de la coagulation, suivie d'une amplification de cette coagulation. Et l'initiation de la coagulation est déclenchée grâce au facteur tissulaire qui va se lier au facteur 7 activé en présence de calcium. Et ce complexe a la capacité de transformer le facteur 10 et 9 en même temps. En fait, le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé a la capacité de shunter la voie endogène. Et donc, il va se créer ce qu'on appelle in vivo la boucle de Josso. Cette boucle de Josso a pour but de produire une kénase, c'est-à-dire un facteur 9 activé lié à un facteur 8 activé, le tout qui repose sur une phospholipide, le facteur 3 plaquettaire et des ponts de calcium, ainsi que la production d'une prothrombinase, c'est-à-dire un facteur 10 activé, facteur 5 activé, facteur 3 plaquettaire et calcium. Cette prothrombinase a la capacité de transformer de la prothrombine en thrombine
Et la thrombine a plusieurs rôles. Le premier, c'est de transformer le fibrinogène en fibrine, puis d'activer les plaquettes. Vous vous rappelez, lors de l'hémostase primaire, de l'activation plaquettaire qui survient juste après l'adhésion plaquettaire. Elle a la capacité aussi d'activer le facteur 5 et le facteur 8, qui sont, je vous rappelle, des cofacteurs et non des enzymes sérines protéases. La thrombine, elle a aussi un autre rôle dans l'activation du facteur 13. Le facteur 13 activé a la capacité de rendre cette fibrine qui est soluble en une fibrine insoluble et stable grâce à des ponts disciplés. Passons à l'amplification. Je rappelle que la thrombine, elle a une autre action et d'activer le facteur 11. En facteur 11 activé. Mais l'amplification est surtout produite par la transformation du prékallikréine en kallikréine grâce au kininogène de haut poids moléculaire qui lui est activé par le facteur 12 activé. Maintenant, parlons des inhibiteurs. Et le premier, c'est l'antithrombine. Comme son nom l'indique, l'antithrombine a la capacité d'inhiber la thrombine en se liant avec elle, et donc de transformer les fibrinogènes en fibrine. Accessoirement, l'antithrombine a la capacité d'inhiber le facteur 10 activé, d'inhiber le facteur 9 activé, et aussi d'inhiber le facteur 11. Maintenant, parlons du couple protéine S, protéine C. La protéine C a la capacité d'inhiber les deux cofacteurs, le 8 activé et le facteur 5 non activé. Mais la protéine C ne peut pas accomplir sa fonction si la protéine S est absente. Et donc la protéine S est un cofacteur de la protéine C. Et ces deux protéines, je vous rappelle encore une fois, sont vitamine K dépendantes. Le TFPI a la capacité d'inhiber le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé. Enfin, j'aimerais bien vous montrer le schéma général de la coagulation in vivo. Et je dirais, pour commencer, que le scénario de la fibrinolyse se divise en deux parties. La première, c'est la production de la plasmine à partir du plasminogène. La deuxième, c'est la dégradation de la fibrine et du fibrinogène grâce à cette plasmine. Je dois vous rappeler que l'héros de cette fibrinolyse est le plasminogène. Ce plasminogène est une protéine qui est inactive, elle doit être activée en plasmine. Et ceci sous l'influence de protéines activatrices telles que l'activateur tissulaire du plasminogène, c'est-à-dire le TPA, et l'urokinase. L'urokinase lui-même est activé à l'aide du facteur 12, qui est un facteur de coagulation, et qui clive la pro-urokinase en deux parties, l'urokinase et en bleu ici un peptide qui est inactif. Et vu qu'il y a des activateurs, il y a des inhibiteurs. Et les premiers inhibiteurs de la fibrinolyse, ce sont les inhibiteurs des activateurs du plasminogène. Plasminogène, activator inhibitor 1 et 2. L'activateur, l'inhibiteur 1 agit surtout sur le TPA, alors que l'inhibiteur 2 agit surtout sur l'urokinase. Il existe aussi des inhibiteurs de la plasmine, comme la alpha-2 antiplasmine et la bêta-2 macroglobuline.
Ça, c'était pour le rappel de la dernière vidéo. Maintenant, la deuxième partie est la dégradation du fibrinogène et de la fibrine grâce à cette plasmine, engendrant la formation de PDF, c'est-à-dire produit de dégradation du fibrine et du fibrinogène, et dont les tout petits morceaux sont appelés les digimères. Mais afin d'être activé, le plasminogène ainsi que son activateur doivent se fixer sur un support de fibrine grâce à leur boucle Kringle. Une fois fixé sur le support de fibrine, l'activateur tissulaire du plasminogène transforme le plasminogène en plasmine. Cette plasmine, maintenant, est capable de dégrader la fibrine. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce scénario, c'est-à-dire la dégradation de la fibrine et du fibrinogène. Mais pour des raisons pédagogiques, j'aimerais faire un rappel sur la structure du fibrinogène. Rappelez-vous que le fibrinogène est composé d'un domaine E et deux domaines D, le tout relié par des hélices polypeptidiques A-alpha, B-bêta et gamma. Et les hélices A-alpha ainsi que les hélices B-bêta se terminent par des fibrinopeptides A et pour la polypeptide A alpha et B pour les polypeptides B. Lorsque la thrombine agit sur ce fibrinogène, les fibrinopeptides A et B sont éliminés et donc les monomères de fibrine sont composés de deux domaines D centrés par un domaine E, le tout relié par des hélices polypeptidiques. Ces monomères de fibrine sont capables de se polymériser spontanément. Mais ce polymère de fibrine est très friable et très soluble. Alors, le facteur 13 est capable de former des liaisons covalentes entre les domaines D, représentés en rouge ici. Et ces liaisons covalentes sont très difficiles à hydrolyser par la plasmine. Et donc, la plasmine va agir surtout sur les chaînes hélicoïdales entre les domaines D et E. Alors que les liaisons covalentes sont très faiblement ou très lentement hydrolysées. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque la plasmine dégrade le fibrinogène et les monomères de fibrine. La première action de la plasmine est de cliver la partie C-terminale de la chaîne alpha du fibrinogène et les deux premiers acides aminés de la chaîne bêta, entraînant la formation de ce qu'on appelle le fragment X. Ces fragments X sont toujours capables de se polymériser si l'action de la plasmine s'arrête là. Mais la plasmine va fragmenter encore plus ce fragment X en deux parties, le fragment Y et un petit fragment D. Le fragment Y est encore fragmenté sous l'action de la plasmine en deux petits domaines, le domaine E et un fragment D. Maintenant, ces fragments X, Y, E et D peuvent se complexer avec de la fibrine,
formant ainsi ce qu'on appelle les complexes solubles. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque la plasmine agit sur de la fibrine insoluble. Je rappelle que la plasmine ne va pas agir sur les liaisons covalentes, mais va lier les doubles hélices entre les domaines E et D, entraînant la formation de nombreux fragments, tels que le fragment DDE, le fragment YDDY et le fragment, par exemple, YYDXD. Ces différents fragments sont engendrés en fonction du site de clivage de la plasmine, ainsi que ces fragments peuvent eux aussi être fragmentés en tout petits morceaux qu'on appelle les didymères. Voilà, ces didymères sont formés de deux domaines D reliés par une liaison covalente. C'est les plus petits fragments des produits de dégradation de la fibrine insoluble. Alors, en conclusion, on peut dire que les produits de dégradation de la fibrine soluble et du fibrinogène ne donnent pas de didymère, alors qu'ils peuvent se complexer avec de la fibrine donnant des complexes solubles. Et en dernier, les produits de dégradation de la fibrine insoluble, eux, peuvent être fragmentés en tout petits morceaux appelés didymères.